Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Elle existe depuis au moins 4 siècles et pourtant, elle reste entourée de beaucoup de mystères. D'où vient la franc-maçonnerie? Quel rôle les francs-maçons ont-ils joué dans l'histoire? Ce sont des questions que Franck Ferrand se pose aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. J'ai entre les mains un petit pavé que publie Larousse et qui s'intitule « Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie ». C'est une véritable mine pour tous ceux qui appartiennent à une société maçonnique, qui sont sans doute près de 150 000 en France, mais aussi pour tous ceux, et je sais qu'ils sont innombrables, que cet univers intrigue et interpelle. Parmi tous les francs-maçons illustres évoqués dans ce dictionnaire, vous en avez choisi un qui doit beaucoup à son appartenance. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Caroline, puisqu'il était fils d'un simple avocat puis procureur à Pau, et il est devenu roi, figurez-vous, roi de Suède, précisément parce qu'il était franc-maçon. C'est une histoire inouïe que celle de Jean-Baptiste Bernadotte, devenu le roi Charles XIV de Suède. Si vous avez des questions sur Bernadotte en particulier, ou la franc-maçonnerie en général, n'hésitez pas à les poser à Franck et à ses invités. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site internet d'Europe 1. Bienvenue dans un monde discret, parallèle et plein de surprises. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'histoire du général Bernadotte, nous dit le dictionnaire universel de la franc-maçonnerie, c'est celle d'un homme devenu roi parce qu'il était franc-maçon. Par les hasards de la petite histoire, ce roturier du Béarn connaît le destin inouï de monter sur le trône de Suède. Le jeune Bernadotte, je dis le jeune, il a 22 ans alors, il n'est que sergent dans le Royal Marine, est initié en 1785 ou 86 au sein de la loge Tendre Fraternité. Oh, c'est un beau sous-officier avec des mollets bien galbés qui lui ont valu le surnom de Belle Jambe. On l'appelle aussi tête d'aigle du fait de son visage vaguement émacié et de son nez un peu trop long. L'abolition des privilèges de noblesse en 1789, et puis aussi et surtout les nécessités de la campagne de 1792, toutes ces circonstances révolutionnaires vont lui permettre d'accéder au rang d'officier. Le voilà capitaine, colonel, remarqué lors de la bataille de Fleurus par Kléber, entre parenthèses Kléber aussi un franc-maçon, un frère donc qui le promeut général. Contrairement à certains de ses pairs, ce général révolutionnaire tient cependant prudemment à distance les salons et les milieux dangereux de la Révolution. C'est peut-être ce qui va lui permettre de survivre facilement à différentes purges, notamment au moment de la Terreur. Son appartenance à la franc-maçonnerie le rapproche évidemment d'un Bonaparte, mais de Joseph qui est grand maître du Grand Orient. Ça n'en fait pas pour autant un proche de Napoléon, qui est de 6 ans son cadet. Pendant la campagne d'Italie, les deux chefs se font mutuellement de l'ombre. On connaît la suite et le choix de Barras, poussé par Joséphine et par le petit milieu du directoire, en faveur de Napoléon Bonaparte. Bernadotte se voyait déjà dans la peau de l'homme providentiel, de celui qui allait conclure la Révolution. Eh bien non, c'est son concurrent direct que le coup d'État du 18 Brumaire installe donc au pouvoir. Entre-temps, Jean-Baptiste Bernadotte a épousé à Sceaux Désirée Clary, la belle-sœur de Joseph, le grand frère en maçonnerie, et accessoirement l'ex-fiancé de Napoléon Bonaparte. Ils n'auront qu'un fils, Oscar. Bonaparte, une fois installé au pouvoir, évidemment, c'est une sorte de traversée du désert qui commence pour Bernadotte. Il est envoyé à Hambourg, loin, très loin de Paris, et là il a tout le temps d'établir des liens avec les loges maçonniques locales. Mais Joseph Bonaparte, de son côté, veille au grain et il s'emploie à rapprocher son frère, le nouvel empereur, puisqu'à partir de 1804, Napoléon est empereur, de le rapprocher de Bernadotte. Bernadotte devient maréchal de France, il va participer à la plupart des grandes batailles de Napoléon, il était déjà à Austerlitz, on le verra sur le champ de bataille de d'Iéna, de Wagram, etc. Il est fait prince de Pontecorvo par le nouvel empereur en 1806. Pontecorvo, c'est une petite enclave pontificale dans le royaume de Naples. Sa vieille complicité avec Joseph Bonaparte l'impose par ailleurs comme grand officier du Grand Orient. Vous voyez bien que cet homme mène d'emblée 2 carrières parallèles.
La cantate maçonnique de Mozart. Franck. On chante pas mal autour de cette table. Les invités sont arrivés, je vais vous les présenter dans un instant. Or, à l'issue de la bataille de Lübeck, puisque nous venons de voir que Bernadotte a repris du service maintenant pour l'Empire, on est là en novembre 1806, voilà que Bernadotte capture un colonel suédois qui s'appelle Mörner et qui se trouve être franc-maçon. Les deux hommes échangent des points de vue, ils fraternisent et Mörner ne tarde pas à éprouver la plus vive admiration, une sorte de sympathie incroyable pour ce maréchal français rempli d'humanité. De retour à Stockholm, c'est peu dire qu'il va faire à la ville comme à la cour des éloges infinis de Bernadotte. Or, les circonstances veulent qu'à partir de 1810, le roi de Suède Charles XIII, qui a 62 ans et qui vient de perdre son fils adoptif, qui était lui-même le beau-frère du roi de Danemark, le roi Charles XIII donc est à la recherche d'un héritier. C'est un fait assez rare dans l'histoire des dynasties d'Europe. Il se trouve que la vieille famille des Vasa, qui est sur le trône depuis Gustave Ier en 1521, les Vasa sont au bord de l'extinction et un changement de dynastie est inéluctable. Le 24 juin 1810, Bernadotte voit débarquer à Paris un jeune lieutenant suédois qui s'appelle Karl Otto Mörner et qui se recommande de son oncle, vous savez, le fameux colonel Mörner de Lübeck, qui lui propose de se présenter pour l'élection de l'héritier du trône de Suède, qui doit donc avoir lieu en octobre. La vérité, c'est que le jeune Suédois n'a pas été missionné par son oncle. Il est à Paris de sa propre décision, il y est venu de son propre chef, et il semble avoir eu tout seul cette idée de proposer à Bernadotte le trône de Suède. Il est aussitôt désavoué par ses officiers, il est sanctionné, envoyé à titre disciplinaire dans une lointaine province de Suède. Or, cette punition fait grand bruit à Stockholm. Il se trouve que les salons de la capitale nordique apprécient le jeune Mörner. Cet éloignement est vécu comme une injustice. La bonne société va prendre fait et cause pour Karl Otto. On se renseigne, on enquête sur sa mission à Paris et c'est ainsi que s'impose d'elle-même, que s'impose peu à peu l'idée de la candidature de Bernadotte à la succession de Charles XIII. Sur place, il est vrai que le maréchal français bénéficie du soutien d'un agent dévoué, le français Fournier, encore un frère, qu'il avait connu au Hanovre quelques années plus tôt. Vous voyez que tout ça se met en place. Les États de Suède, l'équivalent de nos anciens États généraux, sont réunis au château je ne sais plus le nom de ce château, tout près de Stockholm, en tout cas en août 1810, pour approuver le choix de Charles XIII. Et un comité secret élit dans un premier temps le maréchal Bernadotte par 10 voix contre 2, puis l'ensemble des États ratifie ce choix à l'unanimité le 21 août. Ainsi donc, Jean-Baptiste Bernadotte est officiellement adopté par le roi Charles XIII. Il devient l'héritier du trône. Au passage, il est fait grand maître des loges maçonniques de Suède. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et oui, vous êtes au cœur de l'histoire à 13h26 et Franck Ferrand vous raconte l'incroyable histoire de Bernadotte. Bernadotte qui donc a été choisi, on peut dire qu'il a été le premier surpris au départ, choisi pour succéder au roi Charles XIII de Suède. Alors restait quand même à régler quelques formalités, notamment la conversion de Bernadotte au luthérianisme, ce qui n'a pas posé de problème. Et voilà donc qu'un soldat de l'Ancien Régime, un roturier presque anonyme, un républicain de la première heure, un général de la Révolution devenu maréchal d'Empire, puis prince souverain de Ponte-Corvo, voilà que cet homme-là est choisi pour hériter du trône de Suède par le dernier souverain de l'illustre maison des Vasa. Vous avouerez quand même que c'est un parcours assez peu banal. Totalement incroyable. Le roi Charles XIII écrit à Napoléon « La Suède a tourné ses regards vers un des guerriers les plus illustres de votre majesté, le prince de Ponte-Corvo. Le prince sera un des nouveaux monuments du règne de votre majesté impériale. Mon âge avancé me fait espérer l'arrivée prochaine du prince de Ponte-Corvo. » L'empereur des Francs, d'ailleurs, quand on a dit à toute la partie des États de Suède qu'il fallait voter pour le prince de Ponte-Corvo, ils ont dit non, nous on vote pour Bernadotte. Mais c'était le même, évidemment. L'empereur des Français accepte donc le départ pour Stockholm de son désormais ex-maréchal. Est-ce que Napoléon a pensé que ça pouvait ouvrir une nouvelle période de rapprochement avec le grand royaume du Nord? Si c'est le cas, il se trompait, car dès octobre 1813, à Leipzig, les troupes suédoises sont conduites au combat contre la grande armée française
par un certain Bernadotte, héritier du trône. L'ex-maréchal tient sa revanche, si l'on peut dire, sur les frictions avec Bonaparte en Italie, sur le Directoire et surtout sur sa mise à l'écart du consulat. Moins de 5 ans plus tard, le 5 février 1818, alors que Napoléon est en exil à Sainte-Hélène, Jean-Baptiste Bernadotte, donc fils de procureur à Pau, devient roi de l'Union des royaumes de Suède et Norvège. Il faut vous dire qu'il vient de conquérir cette dernière, la Norvège, en 1814. Autant dire le souverain de la Scandinavie. Il gouvernera magistralement, on peut même dire de manière exemplaire, ce double royaume, jusqu'à sa mort en 1844. Son corps est alors inhumé en l'église de Riddarholmen, à côté des autres rois, des autres dynasties. La reine, sa femme, Désirée Clary, lui survivra jusqu'en 1860 et c'est leur fils qui lui succède sous le nom d'Oscar Ier de Suède. Un siècle et demi plus tard, ce sont toujours les Bernadotte qui règnent à Stockholm. Du reste, à l'heure où je vous parle, Sa Majesté le roi Charles XVI Gustave de Suède est grand protecteur de l'ordre maçonnique de Suède. Et nous sommes en compagnie de deux des auteurs de ce dictionnaire universel de la franc-maçonnerie, Marc de Jode et Monique Cara. Merci beaucoup d'être des nôtres. Avec vous, nous allons reparler de Bernadotte, nous allons voir ce qu'a été l'âge d'or de la maçonnerie sous le Premier Empire, et puis nous allons parler aussi de toutes sortes d'autres francs-maçons, y compris des personnages historiques dont on ne sait pas forcément qu'ils ont appartenu à cette grande confrérie. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On vous retrouve, Franck, avec vos invités Monique Cara et Marc de Jode. Monique Cara et Marc de Jode, auteurs avec Jean-Marc Cara de ce dictionnaire universel de la franc-maçonnerie. Alors, Cathy nous dit par Internet que le château dont je vous parlais était Drottningholm. Alors, peut-être pour ce qui est de la réunion initiale des États, mais je sais que l'élection a eu lieu dans un autre petit château dont je cherche toujours le nom. Merci néanmoins, Cathy, de votre contribution. On peut dire que Bernadotte devra cette extraordinaire destinée qui est la sienne en partie à son appartenance maçonnique, Marc de Jode. Oui, alors c'est vrai que nos auditeurs pourraient être un peu surpris que une popularité comme celle de Bernadotte puisse se gonfler à ce point dans un pays comme la Suède du seul fait qu'il était franc-maçon. Il faut savoir. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement parce qu'il était franc-maçon? Et il y avait tout un ensemble d'éléments qui ont plaidé en sa faveur. Bien sûr, il y avait beaucoup d'éléments concrets, objectifs, politiques. Mais sa popularité, il y avait une vraie fraternité. Ça, voilà, sa popularité, c'est-à-dire la qualité attachée à l'idée qu'il était franc-maçon, était en soi un point positif. Alors, ça peut s'expliquer. Ça s'explique comment? Dans tous les pays d'Europe du Nord, que ce soit la Prusse, les États scandinaves ou même l'Angleterre, être franc-maçon est en soi une marque d'honorabilité. Et de ce fait, toutes les personnes honorables, toutes les personnes de l'aristocratie, de la bonne société, considèrent que porter l'étiquette franc-maçon est une bonne chose en soi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la même époque, en France, c'est pas du tout la même idée. Voilà, oui, non, bien sûr. C'est totalement différent, puisque depuis 1738, une bulle d'excommunication du pape Clément XII interdit à tout maçon d'être en même temps maçon et catholique. Est-ce qu'on peut justement établir une sorte de frontière entre les pays catholiques et les pays protestants pour ce qui est de leur rapport à la franc-maçonnerie? Totalement. On peut dire que d'une manière générale, dans les pays protestants, en Europe, être franc-maçon, c'est faire partie de la bonne société et être en soi proche du pouvoir. On voit que les souverains sont eux-mêmes donc à la tête des ordres maçonniques. Absolument, que ce soit en Angleterre, en Suède, en Prusse ou ailleurs. Alors que dans les États catholiques, c'est très exactement le contraire. Alors, ce que Bonaparte a voulu faire, c'est finalement un peu imiter l'univers de l'Europe du Nord en disant, eh bien moi, je vais donner à la maçonnerie française une respectabilité et je vais appuyer mon pouvoir dessus. Alors réglons tout de suite cette question qui est un véritable serpent de mer, mais est-ce que Napoléon lui-même était franc-maçon ? Alors c'est vrai que la question s'est souvent posée, puisque nous savons que le père, Charles Bonaparte, était franc-maçon, son frère Joseph était franc-maçon, un autre frère Louis était franc-maçon, sa sœur Caroline était franc-maçon, sa femme Joséphine était quand même bien entourée. Donc on se dit, un homme à ce point entouré de francs-maçons, et qui par l'intermédiaire de Cambacérès
a tellement aidé et protégé la franc-maçonnerie, tel un grand souverain d'Angleterre ou de Prusse, on se dit il l'était forcément. Alors on a cherché, on a fouillé, et beaucoup d'hypothèses ont été avancées sur l'idée d'un Napoléon Bonaparte franc-maçon lui-même. Alors on le voit initié tantôt à Valence quand il est encore un jeune officier. On imagine qu'il se fait initier à Malte quand il fait escale pour sa campagne d'Égypte. L'historien Henri Guillemin, par exemple, imagine qu'il a été initié dans une loge de Marseille en 1795. Quand vous dites imagine, c'est qu'il n'a pas évidemment, il n'a pas les preuves pour l'avancer. Oui. Il n'a pas les preuves. En fait, on ne trouve nulle part une trace dans aucune loge de l'initiation de Napoléon Bonaparte. En revanche, Joseph, oui, lui dirigeait carrément le Grand Orient. On sait que Joseph a été initié dans une loge de Marseille. On connaît la date de son initiation, et puis surtout, il a été effectivement pendant plusieurs années grand maître du Grand Orient de France. Cette période du Premier Empire reste, dites-vous, l'âge d'or de la franc-maçonnerie en France ? On peut dire qu'en tout cas que c'est le premier âge d'or, dans la mesure où c'est la seule époque, le Premier Empire, où véritablement la franc-maçonnerie a été totalement associée au pouvoir en place. Elle a même été l'un des piliers du régime. Elle fut vue pour certains opportunistes un ascenseur social qui permettait d'obtenir certaines places, certaines charges au sein du système. Et puis surtout, on peut dire que finalement, à l'époque, on va le dire, dictatoriale de Napoléon Bonaparte, il y avait quand même un parti unique, la franc-maçonnerie. Mais Monique Cara, on peut dire aussi que si le Premier Empire est une période très faste en France pour la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il est directement l'héritier de la Révolution. Est-ce que la Révolution a été faite par les francs-maçons, selon vous ? Beaucoup de révolutionnaires étaient effectivement francs-maçons, et je crois que un peu le berceau de cet esprit un peu révolutionnaire, ça a été, je pense, la loge de Voltaire, la loge des 9 sœurs, qui réunissait dans son sein les plus grands intellectuels et tout l'esprit des Lumières. Le fameux esprit des Lumières, il est proche de l'esprit de la franc-maçonnerie ? Oui, dans son côté, j'allais presque dire droit de l'homme, dans son côté humaniste, dans son côté remettre l'homme au cœur de la préoccupation et des préoccupations à la fois philosophiques, politiques. C'était un petit peu le point de départ, je pense, de la Révolution. Et ce que vous rappelez, vous, c'est que la franc-maçonnerie n'est pas exclusivement masculine. Hein. Il y a pas mal de femmes qui appartiennent à la franc-maçonnerie dès la fin de l'Ancien Régime. On pense toujours à la princesse de Lamballe, évidemment. Hein, les femmes se sont beaucoup battues, de toute façon, pour installer une maçonnerie féminine. Alors, il faut dire qu'au départ, toutes les loges féminines, c'était des loges d'adoption, c'est-à-dire qui étaient dirigées par les hommes. Mais tout de même, les femmes avaient réussi à imposer le fait que les hommes n'entrent pas et ne participent pas à leurs travaux, ce qui était une grande avancée à l'époque. Mais par contre, effectivement, je peux vous lire ce que disaient les constitutions d'Anderson, tout à fait au point de départ. Disait: les personnes admises en tant que membres d'une loge doivent être des hommes bons et sincères, nés libres, d'âge mûr et plein de sagesse, ni esclaves, ni femmes, ni hommes immoraux ou de scandale, des hommes de bonne réputation. C'est donc déjà une évolution. Dans les lois d'Anderson, déjà, on ne veut pas de femmes. Nous allons revenir dans un instant sur ce qu'étaient ces fameuses lois d'Anderson. Un personnage peut-être qui vous est cher, je le sais, et qui a été franc-maçon, c'était évidemment Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, je pense qu'elle a été initiée à la loge La Candeur, qui était, comme je vous le disais, une loge assez prestigieuse. Et elle a été initiée dans les années 80-81. Et lorsque l'on lit un petit peu tous les écrits d'Olympe de Gouges, à la fois dans ses luttes contre l'esclavage et pour les droits des femmes, je pense que c'est des choses qu'elle a fait évoluer en elle au cours de ces longues années dans les loges et à La Candeur notamment. Alors nous allons dans un instant revenir sur les origines de cette franc-maçonnerie, sur les différentes loges, sur les périodes fastes ou moins fastes de cette histoire, une histoire quasiment parallèle et une histoire qui nous apprend en fait énormément. Comme à chaque fois qu'on passe dans les coulisses d'un théâtre, on voit les choses différemment, mais là ça nous apprend beaucoup sur tout simplement l'histoire de France en elle-même. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Ouverture de la flûte enchantée de Mozart. C'est un opéra maçonnique, belle transition. Et oui, vous avez compris que nous avons choisi notre illustration musicale d'aujourd'hui chez des compositeurs qui appartenaient à la franc-maçonnerie. Beethoven et Mozart, bien sûr. On entendra tout à l'heure Sibelius, on pourrait citer Rameau, bien entendu, mais aussi Franz Liszt, dont on vient de fêter le bicentenaire. Je remarquais d'ailleurs en préparant cette émission qu'un grand nombre des personnages dont je vous ai parlé ces dernières semaines étaient quasiment tous francs-maçons. J'allais dire c'est un hasard, oui, et vous vous doutez bien que je ne les choisis pas exprès, mais ça veut dire qu'un grand nombre de personnes très influentes sont francs-maçons. Je pense par exemple à Garibaldi, dont on parlait à la fin de la semaine dernière. À ce propos, Marilyn nous écrit pardonnez-moi, mais votre j'aime bien le pardonnez-moi, ça commence bien. Mais votre émission confirme ce que je pense de la franc-maçonnerie. C'est une super aubaine pour hisser les hommes politiques au pouvoir, nous dit-elle. Ce n'est pas que cela, tout de même, Marc de Jode. Je dirais que ça l'a été. En cela, notre auditrice a raison, ça l'a été. À chaque époque et dans chaque pays où la franc-maçonnerie a été proche du pouvoir, où elle a été un pilier du pouvoir, inévitablement s'introduisent parmi elles des opportunistes qui voient effectivement un moyen d'ascension. Et j'ai envie de dire, c'est le cas de plein d'institutions. Aujourd'hui, le bureau des anciens élèves de l'ENA joue à peu près le même rôle. C'est moins vrai aujourd'hui. Il y a des réseaux. Nous vivons dans une époque avec Facebook, etc. de réseaux. Tout à fait. Il y a beaucoup de réseaux, des réseaux plus ou moins influents. C'était vrai pour la franc-maçonnerie il y a encore, on va dire, une petite centaine d'années, 80 ans, ça l'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Mais quand on adhère à un réseau social aujourd'hui sur Internet, par exemple, on n'est pas censé partager un certain nombre de valeurs. On adhère simplement à un réseau au sens matériel du mot. Dans la franc-maçonnerie, ça s'accompagne évidemment d'un certain credo, si je puis dire. Ça s'accompagne surtout d'un engagement. C'est vrai que ça s'accompagne d'un engagement et beaucoup de loges sont assez rigoureuses pour que tous ceux qui la fréquentent s'y tiennent. C'est un engagement moral, c'est un engagement de valeurs, de comportement. D'où viennent-elles ces valeurs ? Quand je dis d'où, c'est notamment dans le temps. Elles sont très très anciennes. Très anciennes et elles se sont construites, j'ai envie de dire, progressivement par petites couches sédimentaires, siècle après siècle. C'est vrai qu'à l'origine, la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'était ? C'était juste une société un groupe de sociabilité. Mais au départ, ce sont bien des maçons au sens propre du mot qui constituent les toutes premières loges. Ce sont des bâtisseurs. Alors, c'est vrai qu'au départ, l'origine de la franc-maçonnerie, ce sont les maçons, c'est-à-dire les bâtisseurs, les constructeurs de cathédrales, comme on disait à une époque. Ces vieilles corporations étaient en train de se vider petit à petit de leur substance. Quand sont arrivés, j'ai envie de dire, des gens des classes moyennes. Donc c'était des boutiquiers, des commerçants. Là, on est au XVIIIe siècle, XVIIe. Oh, bien avant cela. Avant on est au XVIIe siècle, oui, pour l'Angleterre, voire même un peu avant pour l'Écosse. Pour l'Écosse, c'est ça, oui. C'est-à-dire des personnes qui se sont dit, bah voilà, moi je fais partie du grand groupe des 100 groupes, je vais me retrouver dans ces sociétés-là. Alors, il y avait une vocation un peu mutualiste, il y avait des caisses de secours mutuelles. Fraternité, entraide. Absolument, et entraide. Adhésion à un certain nombre, encore une fois, de valeurs. Alors à cette époque, les valeurs étaient fort limitées. Il faut bien le dire. À l'époque, les valeurs, c'était juste de se retrouver entre personnes d'un même univers. Je vous dis, ce sont les classes moyennes. Et puis, on discute, on boit un coup ensemble, on se retrouve dans des arrière-salles de taverne, et puis on est bien ensemble. À l'origine, ça n'était pas plus que cela, la franc-maçonnerie. Monique Cara évoquait à l'instant les constitutions d'Anderson. Alors voilà, on va formaliser les choses. C'est le moment où ça change. C'est là où ça bascule. Quelle époque là ? Là, on est en 1723, lorsque le pasteur James Anderson et un autre pasteur, un huguenot qui s'appelle Théophile Desaguiliers, décident de donner un petit peu plus de respectabilité à la franc-maçonnerie et décident de lui donner des principes moraux, des valeurs et puis une image un peu plus respectable. Et c'est à partir de ce moment-là que la franc-maçonnerie va commencer à intéresser les institutions et les différents pouvoirs en place. Et c'est aussi très peu de temps après, où elle va commencer à faire peur à l'Église catholique. Et bien sûr, parce qu'elle devient presque une contre-église ou une église parallèle, quasiment. Tout à fait. Elle devient, en quelque sorte, un nouveau vecteur de valeurs morales, dont, jusqu'à présent, seule l'Église catholique avait le monopole. Avec des rites, et ça, évidemment. Avec des rites et un sens du sacré. Donc, on peut dire, rite plus sacré égale liturgie, terrible concurrence pour les églises catholiques. Concurrence aussi intrinsèque, car il y a peu à peu la constitution de loges différentes et qui peuvent apparaître parfois comme concurrentes.
Alors c'est vrai que le développement exponentiel de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle est tout à fait incroyable. Songez que en 1723, la maçonnerie elle existe en Angleterre et en Écosse, un petit peu en Irlande et pas davantage, et en l'espace de 20 ans, elle se retrouve partout en Europe. On peut dire qu'en 1740, la maçonnerie elle est de Moscou à New York. 20 ans auront suffi pour développer considérablement ce mouvement. C'est en France que cette franc-maçonnerie va connaître finalement l'un de ses grands moments, une accession générale au pouvoir. Alors on a vu ce qu'il en était sous la Révolution, mais c'est surtout à la fin du 19e siècle, sous la Troisième République, que tout ça prend des proportions assez étonnantes. Alors c'est vrai que après une longue période de persécution ou de mise à l'écart par rapport au pouvoir, la Troisième République est le deuxième âge d'or de la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que Monique Cara pourra nous dire toutes les lois, toutes les mesures qui sont encore pour certaines en vigueur aujourd'hui et que l'on doit au travail des loges avant qu'ils soient pris en main par, j'ai envie de dire, les parlementaires de la Troisième République. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De Jean Sibelius, franc-maçon lui-même. Oui. Alors on est au cœur de la Troisième République et je suis président du cercle Oscar Wilde, Caroline, et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ignorais, que Oscar Wilde était aussi franc-maçon. On fait comme ça constamment des découvertes lorsqu'on creuse un peu la vie privée et parfois secrète des grands personnages de l'histoire. Cette période de la belle époque, disons, de la Troisième République, a été une période faste, on le disait à l'instant, Monique Cara, c'était un moment important. Oui, Troisième République et jusqu'à aujourd'hui, je vous donne les grandes avancées. Oui, bien sûr. Oui. Notre timbre-poste, nous le devons à Étienne Arago, qui était franc-maçon. Les premiers dispensaires, François Raspail, franc-maçon. L'école polytechnique, Gérard Monge. L'école publique, gratuite, obligatoire, Jules Ferry, qui était également franc-maçon. Jean Massé, qui a été promoteur des sociétés d'instruction publique. Des bibliothèques municipales de prêt, très important. Des cours du soir pour adultes. De la Ligue de l'enseignement. Nous devons également à Joseph Lacanal l'invention de l'école centrale et normale, l'école des langues orientales, la ménagerie du jardin des plantes. La Marseillaise, nous la devons également alors à un groupe. Oui, là c'est complexe, effectivement. C'est très complexe. Son auteur, Rouget de Lille. Ses commanditaires, le général Huckner. Et le vénérable maître de la loge de Strasbourg, qui était maire de Strasbourg, monsieur Dietrich. Le rédacteur du dernier couplet, qui était Collot d'Herbois. Léon Gambetta aussi, qui en fera l'hymne des Français. Vous êtes en train de me dire, Monique Cara, que non seulement le régime, la République dans laquelle nous vivons, mais d'une façon plus générale, le monde qui nous entoure, est un monde qui a été forgé et refaçonné par les francs-maçons à la fin du 19e siècle. Et je continue, vous allez voir. La loi de 84 sur le divorce, c'est Alfred Naquet. Henri Caillavet, qui était également un autre frère, qui a établi la loi pour le droit des femmes à choisir librement leur maternité. Le planning familial également, Pierre Simon, qui était alors un jeune maître et qui a inventé le planning familial que nous connaissons tous. Mais alors, à partir du moment, on va peut-être s'arrêter là dans cette liste. J'en ai encore deux, qui sont importantes, qui sont la loi de 1905 sur la laïcité, oui, pour cause, bien sûr, d'Émile Combes et la fameuse loi de 1901. La loi sur les associations. Sur les associations, René Viviani, franc-maçon également. Oui, alors évidemment, la quasi-totalité des membres des gouvernements de la Troisième République, en tout cas jusqu'à partir de 1885 jusqu'en 1914, est composée de francs-maçons. Ce sera aussi un peu le cas, beaucoup le cas d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres. On a envie de se dire, Marc de Jode, à partir du moment où les francs-maçons, littéralement, sont au pouvoir, pourquoi continuent-ils à se cacher? D'où vient cette discrétion très grande de la plupart des loges? Alors c'est vrai qu'ils se cachent en France.
En France, oui, bien sûr. En France, parce que si vous voyez les francs-maçons américains... Non, pas du tout, bien sûr. Au contraire, ils défilent dans les rues. Etc. Ils se cachent en France. Eh bien, effectivement, l'origine de cette discrétion, on peut la faire remonter à 1820, c'est-à-dire la Restauration. La Restauration, le nouveau ancien régime qui s'installe avec Louis XVIII et surtout les avec... frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et surtout Charles X, est totalement imbibé d'un antimaçonnisme virulent. C'est le catholicisme au pouvoir, là, pour voilà, le coup, c'est effectivement, autant sous l'Ancien Régime, sous Louis XVI, la maçonnerie était gentiment tolérée et bien acceptée, autant à cause d'une thèse qui est la thèse de l'abbé Baruel, qui dit que la révolution qui dit est que la directement née révolution de la a été franc-maçonnerie. fabriquée par les francs-maçons, que si on a décapité Louis XVI, c'était pour venger Jacques de Molay et les Templiers, et il attribue ce complot-là aux francs-maçons. Dès lors, il y a en France toute la droite, ce qu'on appelait les ultras à l'époque. tous les ultra-catholiques qui décident que la franc-maçonnerie est une chose néfaste, négative, et commencent dès 1820 les premières persécutions. Du coup, effectivement, on voit le Grand Orient de France se réduire comme une peau de chagrin, beaucoup de francs-maçons qui n'osent plus aller fréquenter leur loge, et la naissance des premières loges clandestines. Et c'est la naissance de ces premières loges clandestines qui fondent le principe de discrétion des francs-maçons français. Est-ce que cette clandestinité ne joue pas un rôle même important dans l'attrait que peut exercer la franc-maçonnerie sur un certain nombre de personnes? Tout à fait. C'est-à-dire que cette clandestinité, du moins cette tradition, oui, voilà. cette tradition résiduelle de la clandestinité du 19e siècle fait que la franc-maçonnerie est à la fois quelque chose qui attire les personnes qui n'en sont pas, et puis ça sert aussi de repoussoir. C'est-à-dire que si vous voulez dire du mal les gens, il suffit de dire ils ont un secret, on ne sait pas lequel, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent, donc méfions-nous. Voilà. Donc ce sont les francs-maçons qui sont derrière un peu tout. Absolument. Et du coup, voilà. Il y a eu une période de grande persécution, c'était celle du régime de Vichy. Alors bien sûr, effectivement, autant à partir de 1830, ça se calme un petit peu, mais si ça se calme même beaucoup avec Louis-Philippe. Avec Louis-Philippe, qui était d'ailleurs le fils d'un grand maître du Grand Orient, autant effectivement avec la montée de l'antisémitisme, de l'affaire Dreyfus, et des personnes qui commencent à pointer la franc-maçonnerie en l'appelant la synagogue de Satan, on voit bien qu'il se constitue au sein de la droite catholique une haine maçonnique qui triomphe avec le régime de Pétain en 1940, qui interdit la franc-maçonnerie, confisque tous ses biens, et il faut bien le dire, un certain nombre de maçons seront envoyés en déportation du seul fait qu'ils étaient francs-maçons. D'où un renforcement évidemment de cet aspect un peu clandestin ou secret de la plupart des loges. Je me rends compte que nous sommes tout à la fin de l'émission, que j'avais encore au moins 30 questions importantes à vous poser. Ça supposerait sans doute de faire une autre émission, pourquoi pas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Marc de Jode, Monique et Jean-Marc Carrat, Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie. C'est édité chez Larousse, on peut pas faire mieux pour un dictionnaire. Et c'est dans la collection, très belle collection d'ailleurs, qui s'appelle À présent. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck. Eh bien, est-ce que vous avez un petit problème avec un voisin ou une voisine? Pas moi, j'entends quand je suis votre voisine de radio. Non, j'ai des voisins charmants, mais en revanche, en face de chez moi vient de s'installer vous savez, une sorte de centre où on donne des soirées, et ça, j'avoue que c'est une très mauvaise surprise. Eh bien, il y a des possibilités pour, pas vous en débarrasser, mais pour mieux vous entendre. Les experts vous expliquent tout. À tout de suite. Merci Elena, et à demain. Si 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 Elena.